Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. George Weah élu à une très large majorité à la présidentielle libérienne. Il remporte plus de 61% des suffrages au second tour face à Joseph Boakai. Explication, décryptage à suivre dès le début de ce journal. Puis au Burkina Faso, le bras de fer se poursuit entre les syndicats de l'éducation nationale et le gouvernement. Les enseignants attendent des réponses concrètes dans la revalorisation de leurs fonctions. Et bouillon de culture au Mali jusqu'au 31 décembre. La biennale artistique et culturelle fait son retour après 7 ans d'absence. George Weah, 25e président du Libéria, il a été élu avec 61,5% des suffrages face au vice-président sortant Joseph Boakai, crédité de 38,5% des voix selon les résultats quasi définitifs. George Weah, enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu par la suite star planétaire du football, puis ensuite sénateur. George Weah réalise là le rêve de sa seconde vie, être élu président de son pays, le Libéria. C'est désormais chose faite. Le président élu succède donc à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, au pouvoir depuis 2006. Il s'agit là de la première transition démocratique de ce pays. Le portrait du président élu, George Weah, par Ibrahima Djoumaba. George Weah, élu président du Libéria. À 51 ans, il accède à la magistrature suprême en battant le vice-président sortant, Joseph Boakai. Candidat à la présidentielle de 2005, il a été battu par Ellen Johnson Sirleaf. En 2011, il avait perdu son pari de devenir vice-président sur un ticket présidentiel face à la présidente sortante et Joseph Boakai. George Weah, meilleur joueur de la planète football en 1995, a réussi sa reconversion. Invité sur notre plateau en juillet 2017, il faisait déjà le pari de développer son pays une fois élu. Après le football, je continue à travailler. Je suis rendu au service du peuple libérien et pendant la guerre, j'étais là. J'étais entre le terrain et dans le camp réfugié et dans le pays. J'étais un avocat pour le pays. J'étais là pour la restauration de paix dans mon pays. Et à partir de là, j'ai été appelé par le peuple. Très populaire dans son pays, George Weah a remporté son premier mandat électif en décembre 2014. En devenant sénateur de la province de Monsterrado. Seul joueur africain à avoir obtenu le ballon d'or, George Weah a depuis plus de 10 ans délaissé le football pour se lancer dans la politique. Présenté comme le plus grand joueur africain du XXe siècle par la FIFA, la star du football s'est reconverti en homme politique sous la bannière du parti du Congrès pour le changement démocratique. Quand les gens parlent de George Weah, c'est au niveau footballistique. Mais ça, je suis fier de ça parce que pour moi, le football a fait énormément de choses pour moi. Le football m'a aidé pour respecter les gens, pour aider les gens. George Weah a fait 12 ans d'opposition avant d'accéder à la présidence du Libéria. Successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, il a pendant la campagne présidentielle articulé son discours autour de 2 axes principaux, la lutte contre la corruption et le combat contre la pauvreté. Il entend également augmenter le budget de l'éducation et miser sur le potentiel de l'agriculture pour relancer l'économie libérienne fragilisée par plus d'une décennie de guerre civile et récemment par l'épidémie Ebola entre 2014 et 2016. Dans le reste de l'actualité également, l'Algérienne Leïla Zerougui, nouvelle chef de la MONUSCO, l'opération onusienne en République démocratique du Congo. La diplomate arrive dans un contexte particulièrement difficile, préparation des élections, renforcement des casques bleus. Les défis sont nombreux au moment même où la crise a atteint son paroxysme. On fait le point avec Ashley Duprat. La MONUSCO dispose d'une nouvelle dirigeante. Annoncée par Antonio Guterres, c'est la diplomate algérienne Leïla Zerougui qui succède au Nigérien Maman Sidikou, dont la mission se termine en janvier 2018. Juriste de formation et spécialisée dans les droits de l'homme, elle a notamment occupé le poste de représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé de 2012 à 2016. Nous attendons que Mme Leïla, comme elle connaît bien la RDC, ce n'est pas une nouvelle venue, pour elle marquer l'efficacité des casques de la MONUSCO
puisse réellement nous aider à neutraliser tous les groupes armés, étrangers comme nationaux. Et enfin, sur le plan budgétaire, a été obligé de revoir son budget à la baisse parce qu'il y a certains pays contributeurs. Donc, je crois que Mme Leila devra faire un lobbying pour que ces pays qui ont retiré ou qui ont revu à la baisse leurs contributions au sein de la MONUSCO puissent réellement mettre une fois de plus la main dans la poche. Il faut dire que Leila Zerougui arrive dans un contexte difficile. Plus tôt en décembre, la MONUSCO avait subi la pire attaque de son histoire où 15 soldats tanzaniens ont perdu la vie. La République démocratique du Congo traverse par ailleurs une crise politique en raison du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. La solution pour le Congo d'abord viendra des Congolais eux-mêmes. Si les Congolais eux-mêmes ne parviennent pas à se mettre d'accord, quels que soient les efforts que va fournir la MONUSCO, les efforts seront toujours nuls. La MONUSCO, malgré la bonne volonté d'aider la RDC à se stabiliser, mais la MONUSCO est butée par le manque de consensus et par la mauvaise foi de la classe politique congolaise. Présente depuis 1999 en RDC, la MONUSCO dispose de quelques 18 000 militaires et policiers, ainsi que 4 000 civils. Dotée d'un budget annuel de 1,4 milliard de dollars, c'est la mission la plus importante et la plus onéreuse de l'ONU. Au Zimbabwe, une semaine après avoir démissionné de l'armée, Constantino Chiwenga est nommé vice-président. L'ancien chef de l'armée, celui qui a dirigé le coup de force en novembre contre l'ex-président Robert Mugabe, a prêté serment ce jeudi avec le second vice-président, l'ancien ministre de la Sécurité intérieure Kembo Moadi. Il y a quelques jours, les deux hommes avaient été nommés vice-présidents de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Leur nomination, surtout celle du général Chiwenga, était donc attendue. Constantino Chiwenga est un allié puissant à qui le président Emmerson Mnangagwa doit son accession au pouvoir. Le président qui a par ailleurs déjà installé plusieurs officiers de haut rang au poste clé de son gouvernement. Au Burkina Faso, les syndicats des enseignants annoncent une grève de 72 heures en janvier. Depuis plusieurs semaines, les associations étaient montées au créneau et brandissaient la menace de grève. Les enseignants qui protestent contre leurs conditions de travail. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le secteur de l'éducation est en proie à de nouvelles difficultés. Les récentes grèves qu'a connues le secteur ces dernières semaines préoccupent les acteurs du système quant à l'enlisement de la situation, marquée par l'annonce de la suspension des évaluations au poste primaire, tout comme au secondaire, des compositions et évaluations au primaire et au préscolaire. Pour les syndicats de l'enseignement, l'école devrait mériter beaucoup plus d'attention de la part des autorités. Les années antérieures, il y a eu des mouvements. Seul au ministère de l'Éducation, où en tant qu'éducateur, nous sommes patients. Et la patience aussi a des limites. Et comme il faut aussi essayer de trouver une éducation avec des agents motivés au travail, c'est bien vrai que le salaire seul ne permet pas à l'homme de réaliser tous ces projets, mais il faut être motivé pour pouvoir produire. Une éducation certes ternie par les nombreuses réformes en attente depuis le 9 novembre 2017, date du premier préavis de grève adressé au chef de l'État. Mais du côté du gouvernement, l'on affirme être attentif aux revendications, aussi bien celles des scolaires que du corps enseignant. Pour rappel, 23 points de revendication sont contenus dans la plateforme de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation. Il s'agit entre autres de la valorisation du statut de l'enseignant, de l'amélioration de l'accès à l'éducation et des conditions de travail pour une efficacité du système éducatif. Tout ce qui a été exprimé par les partenaires sociaux, c'est quelque chose qui est important pour le gouvernement. Et c'est d'ailleurs parce que nous accordons l'importance qui sied à cette expression que nous avons également mis de l'énergie et des moyens pour l'examiner avec l'attention qui sied et pouvoir donc leur revenir. La balle est désormais dans le camp des enseignants. Toutefois, les autorités restent convaincues du bien fondé des revendications en cours et le ministre en charge de l'éducation dit multiplier les efforts afin de mettre un terme à la crise dès la reprise des cours prévue le 4 janvier 2018. Et la biennale artistique et culturelle qui se tient jusqu'au 31 décembre à Bamako. La manifestation met en compétition les différentes régions du Mali dans des disciplines comme la musique, la danse ou encore le théâtre. Et après 7 ans d'absence, beaucoup d'effervescence pour le grand retour de cet événement qui sert à magnifier les cultures. Reportage de notre correspondant sur place, Mokhtar Bari.
Du 24 au 31 décembre 2017 se tient à Bamako, au Mali, la biennale artistique et culturelle autrefois appelée Semaine de la jeunesse, créée en 1962. Cette compétition met aux prises les différentes régions du Mali sur les disciplines comme la musique, la danse, le théâtre et le chant. Après 7 ans d'absence, la thématique de la paix a été retenue. C'est une très bonne chose parce que ça crée le brassage, ça crée la cohésion entre nous. Et nous sommes très heureux de rencontrer tous les amis de Kidal à Kaï, des vieilles connaissances et de nouvelles connaissances aujourd'hui. Si aujourd'hui la jeunesse se retrouve à Bamako pour parler d'un seul langage, pour prôner la paix, cela est une très bonne chose. Pépinière de talent, l'événement sert à magnifier les cultures des différentes populations du pays. Pendant une semaine, 700 jeunes venus des 10 régions du Mali se mesurent au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. J'ai la certitude et la conviction qu'à travers ces prestations culturelles, c'est un créneau je dis bien, qui peut faire en sorte que la paix revienne dans notre pays. Tous les ans, sinon si on a les moyens, tous les 6 mois, la paix reviendra d'elle-même sans aucun accord autour de la table. Les armes vont se taire à travers ces prestations culturelles. Longtemps réclamée, la jeunesse malienne a l'occasion de mettre en œuvre ses compétences artistiques. Autrefois couplé au sport, le ministère en charge de la jeunesse vient de lancer une autre semaine dite de la jeunesse, exclusivement réservée aux sportifs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.